et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information sur le Oula, celle de 18h30. Voici le sommaire. Ils sont plus de 495 000 candidats à plancher depuis aujourd'hui sur les épreuves du baccalauréat, toutes filières confondues. Près de 2000 centres d'examen sont mis en place à travers le royaume. Nous suivrons l'ambiance de cette première journée dans l'un des centres d'examen de Rabat. Une forte chaleur s'est installée depuis hier sur plusieurs provinces du royaume. Le mercure tutoie les 42 degrés par endroit. Une vague de chaleur inhabituelle pour la saison. C'est le cas de Qalat Sararna. Nous suivrons le reportage dans cette édition. Et puis la page littéraire, nous la consacrons ce soir à Kamel El Farisi. Découvrir l'auteur, c'est aussi découvrir Fès, sa ville, sa muse. Nous irons à la découverte de plusieurs récits littéraires entre recueils de nouvelles et romans qui retracent l'histoire et le patrimoine de la cité millénaire. Avant de développer les titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille de l'artiste feu Naïma Bouhmala, décédé hier. Dans ce message, le souverain exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille de la défunte et à travers eux à sa grande famille artistique et à l'ensemble de ses proches suite à la perte d'une icône de l'écran marocain passionnée par son art et aimée de son public qui a laissé derrière elle un riche héritage d'œuvres théâtrales et télévisuelles de qualité. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Le conseil a approuvé un projet de loi relatif aux traducteurs assermentés et approuvé 3 projets de décret. Le premier porte sur la mise en œuvre de l'article 13 de la loi cadre relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Le deuxième projet de décret est relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire du vinaigre commercialisé. Le troisième a trait à la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi relative à l'industrie cinématographique et à la réorganisation du centre cinématographique marocain. Le Conseil a pris connaissance d'un accord de coopération militaire dans le domaine de la défense signé à Marrakech le 30 octobre 2024 entre les gouvernements du Maroc et de l'Azerbaïdjan. C'est parti pour les épreuves du bac national, des épreuves qui succèdent à celles du baccalauréat régional. Cette année, 495 000 candidats, toutes filières confondues, tentent de décrocher le précieux examen. Ambiance de cette première journée dans l'un des centres d'examen de Rabat. Reportage Hamza Al-Khadr, Fouad Al-Harash et Iman Ablo. 7h30. Plus que quelques minutes avant le démarrage des épreuves du bac national. Certains candidats ne sont pas arrivés seuls. La présence des parents les rassure. Un soutien psychologique avant de rejoindre les salles d'examen. J'avoue que je suis très stressée. Vous savez, ce ne sont pas seulement les élèves qui stressent, mais aussi les parents. D'ailleurs, je n'ai pas pu rester chez moi. Je souhaite bon courage à tous les candidats. Nous sommes là pour encourager nos enfants, les motiver. Je recommande aux candidats de commencer par les questions qu'ils jugent faciles avant de s'attaquer aux questions les plus compliquées. Le bac est une étape déterminante dans la vie scolaire. C'est ce qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. C'est donc parti pour les épreuves de la session ordinaire. Dès l'aube, les abords des centres d'examen à l'échelle du royaume ont été envahis par des candidats venus de toutes les filières. Et afin d'assurer un déroulement optimal, le département de tutelle a déployé un dispositif d'envergure. Près de 30 000 salles d'examen ont été mobilisées et 50 600 enseignants assurent la surveillance. Les épreuves ont démarré dans de bonnes conditions. Sur le plan national, il y a environ 495 000 candidats, dont 110 000 candidats libres, soit 22% du total. Et on compte 1995 centres d'examen. En parallèle,
43 000 correcteurs seront déployés dans 310 centres de correction mobilisés pour évaluer les copies. Les épreuves se poursuivent jusqu'à lundi. Le bac, ce sont des épreuves déterminantes, une période stressante à la fois pour les élèves et leurs familles. Nous en parlons ce soir avec notre invitée, Zakia Slaoui, experte et conférencière internationale en développement personnel et professionnel. Madame Zakia, bonsoir. Merci de me recevoir. Alors, de tous les examens que l'on passe, il faut dire que le bac est le plus stressant. Il est redoutable. Tout d'abord, pour quelles raisons et comment, bien entendu, dédramatiser? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le bachelier et la bachelière, avant d'arriver au jour du bac, des épreuves, il a été choyé, materné, paterné, enveloppé par les parents, quelle que soit la nature des parents. Les parents doux ou les parents sévères. Et le jour de l'examen, il se retrouve devant la copie. Donc, un face-to-face très très brusque. Et donc, le contraste se fait de manière brusque. Il n'a pas été forcément très très bien préparé. Au lycée, il a été préparé plutôt aux techniques de mémorisation, aux techniques à la culture générale, au raisonnement logique, mais très peu à son développement personnel. Il n'y a pas eu de cours, on va dire, plus précisément sur la gestion de stress, sur la confiance en soi et sur, surtout, le lâcher prise. D'autres raisons, c'est qu'on nous a toujours appris que le bac est un ticket dans la vie. Or, c'est un passage dans la vie, mais pas forcément, donc je dirais, une compétence qui va s'étaler sur toute la vie ou déterminante pour notre sort. Tout ça fait que le bachelier est confronté donc forcément à une situation de stress très très particulière. Je rajouterai également en disant que le bachelier et la bachelière sont souvent jugés par les résultats et par les notes. Or, l'avenir n'est pas déterminé que par les notes. Si on prend par exemple un 17 sur 20, un 18 sur 20 ou même 19 sur 20, est-ce que ces personnes-là commandent le monde? Pas forcément. Est-ce que ces personnes-là sont heureuses? Pas forcément. On nous a toujours dit que quand on a un bon bac, on va avoir un bon diplôme, on va avoir une bonne situation, on va avoir un bon travail, on va avoir une bonne situation financière et on va être heureux. Moi, je le fais à l'envers. Si on est heureux, est-ce que ça veut dire qu'on a un bon travail? Est-ce qu'on a un bon travail? Ça veut dire qu'on a eu un bon diplôme? Est-ce que si on a un bon diplôme, on a eu un bon bac? Encore faut-il qu'on ait été bien orienté. Donc, pour dédramatiser, on va juste passer en revue, je pense, en toute modestie, tout ce que j'ai dit. Une dernière phrase sur ce sujet-là, je dirais que le bac est une preuve de compétence à l'instant T, mais pas une preuve de compétence pour toute la vie. Pour toute la vie, effectivement. Alors, quels conseils pourriez-vous donner aux futurs, d'ailleurs, bacheliers en cette période charnière de leur parcours scolaire? Alors, je dirais que le conseil que je vais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas appliquer tous les conseils des personnes qui nous entourent, ouais. et surtout pas les personnes qui nous aiment, parce que l'émotion agit sur ce sujet-là. Alors, je citerai quelques exemples. Très souvent, on nous dit il faut réviser, il reste pas beaucoup de temps. Or, on s'est déjà occupé de l'intelligence intellectuelle, on a bien révisé, de l'intelligence émotionnelle, on essaye de la réguler, mais l'intelligence situationnelle, parce qu'on se trouve quoi? On se trouve devant une copie. Alors, mon conseil que je peux donner, c'est pourquoi on a ce rapport avec la copie qui est très très sérieux? Pourquoi on ne prend pas la copie comme une copine, une amie plutôt, avec laquelle on va trouver le maximum de complicité pour avoir une bonne note? C'est comme quand on est en face de la télé, d'un PlayStation, alors que les jeux de PlayStation sont remplis, je dirais structurés, avec beaucoup de pièges. Et pourtant, on est là et on le prend et on le réussit. Donc, dédramatiser, en revoyant le rapport qu'on nous a tout le temps appris avec cette copie. Ça, c'est un des éléments qui nous permet d'aplanir un petit peu la situation. Alors, les appréhensions liées aux épreuves du bac, d'ailleurs, se poursuivent également dans l'attente des résultats et après, d'ailleurs, leur affichage. Alors, comment gérer ce stress à la fois chez l'élève, mais également au sein de la famille, quel que soit le résultat? L'attente est encore plus pénible. Alors, comment faire face à l'attente? Moi, je dirais
Tout simplement 2 choses. Première chose, c'est qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper, il faut sortir, il faut faire du sport, il faut aller voir la famille. Parce que ce que la tête fige, le corps le débloque. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je dirais qu'il faut éventuellement faire un exercice avec soi, avec les parents. Extérioriser et écrire, formaliser. Option 1, j'ai une note qui est supérieure à la note qui est prévue. Qu'est-ce que je fais? Quelle émotion je ressens? Et maman, papa, quelle émotion vous ressentez? Ah ben, on sera très très heureux. Deuxième option, une note en dessous de ce que j'ai prévu. Quelle émotion je vais ressentir? Maman, papa. Troisième option, c'est exactement, je tombe pile poil sur ce que j'avais prévu. Quand on anticipe et on se met dans un état émotionnel de prévention, le choc positif, négatif, ou bien la bonne surprise, on la vit de façon beaucoup plus détendue et on est plus dans l'acceptation. Je dirais que, tout simplement, le stress est naturel. Il ne faut surtout pas dire « je vais le gérer, je vais le maîtriser ». Non, on ne va pas le maîtriser. On va plutôt le prendre comme un sac à dos. Il y a le sac à dos intellectuel, avec lequel on part, et il y a le sac à dos émotionnel, le stress. Je le prends avec moi et je lui dis « bien, tu es là ». Et je dédramatise, je fais même de l'autodérision. On le dit même en arabe. On le dit, et c'est vrai, et ça nous a beaucoup aidé. Donc il faut le prendre au même titre que le sac à dos intellectuel et aller, dans l'acceptation. Parce qu'au final, on n'attend pas que des résultats, ou on n'attend pas des notes, on attend une direction dans la vie. Toute dernière question très rapidement. Quel conseil donneriez-vous aux futurs bacheliers qui auront raté la première partie, c'est-à-dire le bac, et qui auront une session de rattrapage? Que la vie, elle n'est pas donnée forcément aux gens très sérieux, qui réussissent tout dès le premier coup, elle est donnée aux stratèges. Et il y a toujours des occasions pour se rattraper. Il faut être stratège sérieux et pas forcément stratège, je dirais, juste et pas forcément que sérieux. C'est pas grave. La vie et l'échec aussi, c'est un diplôme et je l'ai toujours dit. C'est le début d'autres réussites. Madame Zakia Slaoui, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Je vous rappelle que vous êtes experte et conférencière internationale en développement personnel et professionnel. Merci. Merci à vous. Le Maroc suffoque aujourd'hui sous une vague de chaleur inhabituelle pour la saison. Le mercure grimpe depuis hier, les températures atteignent les 42 degrés par endroit. Le cas à Qla'at Sararna, et il y a des métiers déjà durs qui deviennent pénibles sous canicule. C'est un reportage Omar Jlaidi, Esmet Tazi et Sofia Fakrout. Dans ce chantier, la force des bras, la poussière, et puis une invitée non désirée, la canicule. À Qla'at Sararna, le mercure flirte avec les 42 degrés à l'ombre, mais sur ce toit, même l'ombre est un luxe. Ruisselant de sueur, ces ouvriers prennent leur mal avec beaucoup de philosophie. C'est vrai que cette chaleur est dure à supporter, mais il faut prendre son mal en patience, car après tout, c'est notre métier et notre gagne-pain. En début d'après-midi, les rues sont comme écrasées par un soleil implacable. Les rares passants pressent le pas, d'autres se protègent des rayons ardents, comme ils peuvent. Dans ce cabinet, ce médecin généraliste est habitué à recevoir des personnes âgées en temps de canicule. Et en cas de déshydratation, ce qu'il vérifie en premier, ce sont les reins. Les personnes qui ont des calculs rénaux ont tendance à boire beaucoup d'eau pendant une courte période, en temps de chaleur. Et ceci peut affecter les reins qui ne sont plus capables d'assimiler cette grande quantité d'eau. La situation devrait se poursuivre demain encore, début d'un rafraîchissement, samedi. D'ici là, chacun tente de composer avec cette nouvelle vague de chaleur, aussi suffocante que précoce. Sachez également que le mercure affichera encore entre 38 et 42 degrés demain dans plusieurs provinces du royaume. C'est l'annonce de la Direction générale
de la météorologie. Ces températures concerneront les provinces de Rabat, Nouassar, Stade, Sidi Slimane, Sidi Qassem, Khmissat, Fez, Meknès, Chichaoua, Marrakech, Rhamna, Youssoufia. Sont concernées également les provinces de Bni Mellel, Fqih Ben Salah, Aousserd, Oued Dahab, Assazag, Smara, Tata, Taroudant et Qal'at Sragna. L'alerte est de niveau orange. La Banque africaine de développement va avoir un nouveau dirigeant. L'ancien ministre mauritanien de l'économie, Sidi Ould Tah, a été élu président de la BAD. Il succédera au Nigérian Hakim Woumi Adesima. L'élection s'est déroulée à Abidjan, siège de l'institution. Sidi Ould Tah dirigeait la Banque arabe pour le développement économique en Afrique depuis 2015. Et lors de ce mandat à la tête de la BAD, il compte renforcer les institutions financières régionales et affirmer l'indépendance financière de l'Afrique sur les marchés mondiaux. L'actualité internationale reste dominée par les bombardements et les raids israéliens sur l'enclave palestinienne de Rza. La défense civile de la bande a annoncé aujourd'hui la mort de 44 personnes, dont 23 lors d'une frappe sur une habitation dans le centre du territoire palestinien dévasté par la guerre. 2 autres personnes ont été tuées et plusieurs blessées par des tirs des forces israéliennes ce matin près du centre d'aide américain dans le sud de la bande de Rza. Et puis en Cisjordanie occupée, Israël a annoncé aujourd'hui la création de 22 nouvelles colonies juives. La décision prise par le cabinet de sécurité israélien a été rendue publique sur X par le ministre des Finances. La colonisation israélienne est régulièrement dénoncée par l'ONU comme illégale au regard du droit international et comme un des principaux obstacles à une solution de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. L'annonce du gouvernement israélien intervient après que l'émissaire spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a dit avoir un très bon ressenti sur la possibilité de conclure une trêve à Gaza après 600 jours de déchaînement et de violence. Et puis aux États-Unis, Elon Musk rend son tablier. Le patron de Tesla et SpaceX a confirmé qu'il mettait fin à sa mission de réduction de la dépense publique après 4 mois d'une expérimentation sans précédent. Alors que ma période prévue en tant qu'employé spécial du gouvernement touche à sa fin, je voudrais remercier le président Donald Trump de m'avoir donné l'occasion de réduire les dépenses inutiles, a écrit l'homme d'affaires sur son réseau social X. Partons à présent à la découverte de l'univers d'un romancier bien de chez nous, Kamel El Farisi, enfant de Fès, de la capitale spirituelle. L'auteur en fait l'ossature de la plupart de ses œuvres, nouvelles, romans ou poèmes. Kamel El Farisi retrace la mémoire de la ville, son histoire et ses moments de gloire. Une histoire qui croise aussi la sienne. Anwar El-Roumari l'a rencontré aux endroits les plus emblématiques de la cité impériale. Un sujet réalisé avec Asma Tazi. Le récit est signé Iman Ablou. Dans les méandres de la Médina, Kamel Farisi est comme un poisson dans l'eau. Fès n'a pas de secret pour lui. La ville spirituelle, c'est sa muse, ses souvenirs, sa mémoire d'enfance et d'adulte qui se confond avec celle de la cité qu'il affectionne tant. La cité impériale est présente dans tous ses romans, peuplée de personnages natifs de la ville, à l'image de Zqaq el-Hajar. À lui seul, ce récit fait revivre la mémoire des lieux et de leurs occupants. زقاق الحجر أو زقاق الحجر كما يحلو للفاسيين. Zqaq el-Hajar est le titre que j'ai choisi pour ce roman qui me tient particulièrement à cœur. Ce quartier est l'illustration parfaite de ce que fut l'ancienne Fès. Il abrite plusieurs sites historiques. Le palais de Moulay Slimane, Dar el-Mraya de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, la mosquée El-Hujjaj et cette boutique qui servait de bureau vers lequel convergeaient les pèlerins pour les formalités de leur voyage vers les lieux saints. Changement de décor, Jnensbil.
Au sein de cet exutoire vert au bord de la Médina, devenu jardin historique, le romancier trouve une inspiration débordante. C'est ici qu'il nous confie comment l'idée lui est venue d'écrire un autre opus, tout aussi collé à la mémoire de Fès, Dmlij Zhiro. J'ai découvert avec beaucoup d'émerveillement les beaux textes du Melhoun du feu Haj Aïssaoui el-Fellous, qui officiait en tant que lamine, c'est-à-dire représentant des marchands de vente à la criée au souk l'Arzel de la Médina. Il était également poète et parolier et un grand passionné du dialecte marocain, au point d'écrire l'une des plus belles qseda du Melhoun, Dmlij Zhiro, qui est d'ailleurs le titre que j'ai repris pour un de mes romans. Les romans de Kamel Farisi sont chargés de mémoire. Il fait un véritable travail de documentation historique. Tous ses romans dégagent son attachement à la ville, là où il a vu le jour et grandi. Je le considère comme une mémoire vivante. Une mémoire vivante dont Kamel Farisi est l'un des fidèles et fervents gardiens, dans une ville dépositaire de 13 siècles d'histoire. Devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des arts équestres traditionnels, les épreuves de la 24e édition du Trophée Hassan II de Tbourida se poursuivent à Dar es Salaam à Rabat. Les éliminatoires commencés lundi ont pris fin aujourd'hui. 18 sorbas seniors âgés de 17 ans et plus et 7 sorbas juniors âgés de 12 à 16 ans concouraient pour le prochain tour. Les phases finales sont prévues samedi et dimanche pour déterminer la sorba qui remportera le titre de cette édition. Voilà, c'est avec ces belles images de Tbourida que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée et à demain.